Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, l'exposition du fil à retordre à Reichshofen, le label Jardin remarquable décerné à la Ferme Bleue, l'abattage d'un chêne tricentenaire à Philipsbourg et pour terminer, les 125 ans de l'harmonie de Dietrich de Zinswiller. Une exposition sur le fil métallique se tient actuellement au musée du fer de Reichshofen. Cette exposition, baptisée du fil à retordre, ou le fil métallique dans tous ses états, a l'ambition de faire renaître une partie de notre patrimoine grâce à des collectionneurs locaux, mais également des États-Unis. Bien, il faut dire que l'idée m'est venue en 1996 lorsque j'étais à Jarville, Nancy Jarville, qui avait une exposition clé en main sur le fil de fer. Et ça m'a emballé. Et c'est là que je me suis dit, tiens, à Reichshofen, pourquoi pas ? Mais malheureusement, cette exposition clé en main était trop chère. Et alors il s'est passé donc 10 ans et maintenant nous avons fait appel à des gens, des collectionneurs et naturellement aussi des personnes de Reichshofen qui avaient l'un ou l'autre objet en fil de fer pour réaliser cette exposition. Plusieurs pièces originales sont ici présentées. Certaines rappellent notre histoire industrielle, comme ces aiguilles à tricoter, fabriquées grâce au fil de la tréfilerie Julien Wurth, actuellement Stahl, à Reichshofen. Voilà, eh bien, ce sont des aiguilles que m'a fourni une dame de Reichshofen qui, de génération en génération, a conservé ces aiguilles fabriquées avec du fil de fer de Julien Wurth, donc du début du XXe siècle. Pour les connaisseurs, Julien Wurth et René Moritz se sont installés en 1922 dans l'ancienne brasserie. La société d'alors concentre une partie de son activité sur la fabrication de fils d'acier spéciaux à haute résistance et la production de tringles pour pneus de bicyclette. Monsieur René Moritz développera par la suite un atelier de literie et fabriquera les matelas Treka, dont le nom est composé de tréfilerie et câblerie Treka. Cette société de tréfilerie existe toujours actuellement sous le nom de Stahl. Elle produit essentiellement du fil métallique pour l'industrie automobile. Alors, un objet d'entretien, c'est une tapette qui vient des États-Unis. Chez nous, naturellement, nous avons l'habitude d'avoir des tapettes en rotin, alors qu'aux États-Unis, c'est encore très en vogue d'avoir des tapettes en fil de fer. Des accessoires de cuisine, des objets décoratifs, des ustensiles de la vie quotidienne, autant d'éléments qui témoignent de l'utilisation intensive du fil métallique. Vous avez une asse pour des gros poissons et des anguilles qu'on pêchait dans le Rhin. Les pêcheurs professionnels n'existent plus et heureusement on en a trouvé un à Offendorf. Ensuite, il y a également des pièges à souris, à rats, à taupe, très rare, un piège à renard qui nous a été prêté par un piégeur de Reichshofen. Cette exposition se tient jusqu'au 1er octobre au musée du fer de Reichshofen, ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h. Depuis mai 2006, Alain Soulier et Jean-Louis Curat affichent avec fierté le label Jardin remarquable qui leur a été décerné fin 2005. En effet, leur Ferme Bleue est entrée dans le cercle très fermé des jardins possédant ce label en Alsace. Le label Jardin remarquable a été décerné par le ministère de la Culture à différents jardins dans l'ensemble de la France. Et en Alsace, il y en a eu une dizaine, je crois 11, qui ont eu ce label. Et c'est mis en place justement pour préserver le patrimoine jardin et pour aider les propriétaires à l'entretien en permettant aussi l'ouverture de ces jardins au public pour que le public découvre ces petits trésors. Voilà. C'est un label qu'on n'a pas demandé, c'est les services de la DRAC qui nous ont proposé de faire un dossier pour l'obtention de ce label. On l'a donc déposé dans le courant de l'année 2003, je crois déjà. Et 2004, rien s'est passé. Et à l'automne 2005, on a appris que le ministère de la Culture nous décernait ce label Jardin remarquable. Mais ce label n'est pas une simple plaque, il implique aussi certaines obligations qui sont bien souvent des contraintes. Le label exige certaines obligations. C'est l'obligation d'ouvrir minimum 40 jours par an au public. Pour nous, c'était un peu difficile à réaliser.
Et donc nous avons décidé de créer une nouvelle société qui regroupe en fait nos deux activités. L'activité d'Alain Soulier qui fabrique des abat-jours haute couture, qui avait jusqu'à présent une boutique à Strasbourg. Il s'est installé ici à Utenhofen. Et moi qui suis paysagiste conseil, j'avais mon bureau ici. Vous l'avez compris, pour ouvrir leur ferme bleue au public, ils ont créé leur propre société regroupant leurs activités professionnelles mais aussi un salon de thé. C'est dans l'ancienne porcherie qu'ils ont installé les cuisines ainsi que des sanitaires et tout ceci pour le confort des visiteurs. Alors si par une après-midi de beau temps vous ne savez pas quoi faire, la ferme bleue est ouverte tous les jours sauf le jeudi de 12h à 18h et propose aussi des brunchs le dimanche à partir de 10h. La rumeur courait depuis plusieurs jours déjà. On savait l'issue fatale. Pour l'équipe soignante, l'agonie doit cesser. Alors, on se presse à grands pas pour le saluer une toute dernière fois. Le donjon du Waldeck peine encore à le croire. Son vieil ami, qu'il a vu grandir sous son ombre, est condamné. La forêt le pleure déjà, les arbres déversent des torrents de larmes. Leur roi, le seigneur de ces lieux, plusieurs fois centenaire, va tirer dans un instant sa dernière révérence et disparaître dans un effroyable fracas. Situé à quelques enjambées du bord de l'étang de Hanau, le plus vieux chêne de notre région peine à se maintenir debout. La maladie le ronge, le traitement de choc subi il y a 10 ans a ralenti l'évolution du champignon, mais ne l'a pas éliminé. Devant ce constat, les techniciens forestiers n'ont pas d'autre solution. Ils doivent agir et vite. Le vieux chêne à l'apparence paisible est devenu un danger public. Il y a une pourriture qui est à 6-8 mètres et qui met vraiment en danger actuellement les gens qui passent au pied de l'arbre ou à proximité, parce que s'il y a un fort coup de vent, il peut craquer. Donc il y a d'une part la ligne électrique qui passe à proximité. Bon, ça c'est un moindre mal encore s'il tombait là-dessus. Mais d'un autre côté, il y a quand même le camping de Hanau qui est à proximité. L'arbre est à côté d'un sentier balisé du club vosgien. Donc pendant la belle saison, il y a énormément de monde qui circule ici quand même. Donc si jamais il craque, ça peut être dangereux. Voilà. Il y avait eu une intervention il y a une dizaine d'années, il me semble, où il y avait eu une taille qui avait été faite des branches pour essayer de le rendre un peu plus vigoureux. Il y avait même eu une réparation de fait au niveau de cette pourriture, mais bon, apparemment ça n'a pas marché. C'est une entreprise privée de la région de Sarrebourg qui a été mandatée pour décapiter le majestueux végétal. Décapiter est bien le mot, car une partie de son tronc sera conservée sur 1,50 m de haut. Elle servira de support pour les prochaines sorties pédagogiques organisées sur le site. L'abattage est délicat et demande beaucoup de technicité. Vous en abattez souvent des arbres aussi gros que celui-là ? Non, rarement quoi. C'est pas toute l'année qu'on coupe des arbres comme ça. Donc là, ce matin, c'est vraiment un événement ? Ouais, pour moi, ouais. Antoine Serbino connaît bien ces lieux. Employé bûcheron par l'ONF, il venait travailler dans ce triage. Alors, lorsqu'on lui a annoncé que son vieil ami devait être abattu, il est venu spontanément lui rendre un dernier hommage. Ça fait quand même un pincement au cœur, quoi. Quand on voit un arbre partir comme ça, c'est quelque chose de pas d'habitude, quoi. Ça, c'est un arbre qui est centenaire, alors ça fait quand même mal un peu quand on voit un arbre comme ça disparaître. Et surtout aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Il est vrai que cet arbre est plusieurs fois centenaire. Mais quel âge avait-il vraiment ? Le mystère semble désormais levé. On avait une estimation entre 250 et 300 ans. Donc là, j'ai démarré à compter les cernes pour avoir une idée assez exacte de son âge.
Et j'ai l'impression qu'on va dépasser les 300 ans. Au cours de sa longue vie, notre arbre a assisté impuissant aux incessants conflits humains. Il en a gardé les traces jusqu'au plus profond de ses fibres. Pour trouver les éclats, l'usage d'un détecteur de métaux n'est pas nécessaire. Une chaîne de tronçonneuse suffit à les localiser. Un arbre comme ça, il a une histoire et aujourd'hui, il nous témoigne de quelque chose de tragique. Il en porte encore les traces, lesquelles ? On le voit, les éclats qui restent, qui sont encore là. Les éclats d'obus qui sont dans les arbres. Et ce matin, ces éclats, ils vous posent des soucis ? Un peu, ouais. Pourquoi ? À l'abattage, mais maintenant la découpe, justement, il a touché avec la tronçonneuse. Donc la chaîne de la tronçonneuse, faut la relimer, quoi. Faut affûter la chaîne. Criblé d'éclats, cet arbre a perdu sa valeur commerciale. Il ne finira donc pas en meuble, mais en bois de chauffage. Une bien triste destinée, mais il laissera derrière lui un grand vide que certains individus peu scrupuleux espèrent déjà occuper. Cette année, l'harmonie de Dietrich de Zinswiller fête son 125e anniversaire. Elle a été créée en 1881 et son histoire était toujours très étroitement liée avec la société de Dietrich, d'où vient aussi le nom Harmonie de l'usine de Zinswiller. Tout au long de cette année exceptionnelle, nous donnons plusieurs concerts et plusieurs représentations et nous avons démarré par un concert caritatif à Wörth pour les enfants de Roumanie. En ce week-end de Pentecôte, l'harmonie a organisé plusieurs concerts sur plusieurs jours pour bien marquer le coup. Tout a commencé le vendredi 2 juin à 20h avec un concert à l'église Saint-Jacques de Zinswiller. Il y avait certes l'harmonie de Dietrich, mais aussi la chorale Sainte-Cécile et la fanfare d'église de Buste. Le samedi, lui, était réservé au folklore grâce au groupe Dengwiller, mais également au groupe Mengeshka, venu tout droit de Slovénie pour l'occasion. Quant au dimanche, il y aura nos amis voisins d'Ophiller et d'Oberbronn. Il y aura des orchestres allemands qui viennent du Pfinstal et de Goldscheuer. Et bien sûr, nos collègues belges d'Ostrozebeke. Bref, un week-end riche et chargé. Espérons qu'ils aient au moins eu leur lundi de Pentecôte pour récupérer. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Mac 3V, sous le soleil enfin. Par contre, si le vent pouvait arrêter un peu, parce qu'il fait un peu froid. En tout cas, par ce beau temps, on a envie de sortir, se promener, jardiner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que TV3V est allé à la jardinerie Thomen pour vous la présenter. C'est parti. Si vous n'y étiez jamais, vous l'avez certainement aperçu en voiture. Avec ses 6000 m² de surface, Monsieur Thomen peut se vanter d'avoir un beau magasin. Et pourtant, au départ, c'est-à-dire en 1980, rien ne prédestinait cet endroit à devenir une jardinerie. La jardinerie a été construite en fin de compte en 3 étapes. Une première étape, ça a été la construction plus ou moins
dans un premier temps d'un magasin qui était un magasin agricole, à vocation plus de vêtements, d'aliments du bétail et d'engrais et de terreau. Ensuite, on a agrandi en construisant des serres parce que le développement des plantes avait pris de l'ampleur. Donc on a fait une deuxième étape en construisant des serres pour les cultures florales. Et une troisième étape, dans la serre dans laquelle on est, on a construit ce qui s'appelle une serre cabrio, à ouverture totale en toiture, pour protéger nos végétaux, pour les végétaux d'extérieur, les plantes qui ne supportent pas d'être confinées dans les serres. Monsieur Thomen emploie 16 personnes plus des saisonniers pendant les périodes de rush. À ce moment-là aussi, les stocks doivent être en magasin et il doit y en avoir pour tout le monde. Alors pour que personne ne soit laissé pour compte, la jardinerie est équipée de 2 serres différentes non accessibles au public. Nous sommes ici dans la serre de production de plantes, de la serre qui est équipée en chauffage et également entièrement automatisée, de façon à pouvoir avoir un entretien optimum des plantes, une production. C'est là que nous produisons environ 40 000 plants et nous faisons une première culture et après cette serre sert d'entrepôt pour les fournitures futures de plantes. C'est une serre qui est équipée avec un toit double pot, c'est-à-dire que c'est un coussin d'air en toiture et donc on souffle régulièrement de l'air à l'intérieur qui isole. Et également, il y a un automatisme qui est installé de façon à ce qu'un chauffage, qui en l'occurrence ici est au gaz, se mette en marche de façon à ce que les plantes puissent pousser et qu'elles soient surtout hors gel quand on commence à avoir des moins 10 ou moins 15. Donc, autrement, quand c'est le problème des serres, dès que le soleil sort, on commence même en janvier, si tout est fermé, on commence à avoir une chaleur très forte. Donc en fin de compte, les côtés s'ouvrent également tout à fait d'une manière automatique pour avoir une régulation de température idéale. C'est-à-dire que dès que la température monte, on a dans un premier temps les ouvertures latérales qui se font d'une manière automatique. Et si vraiment il fait vraiment chaud, la moitié de la toiture s'ouvre également d'une façon automatique. Donc on crée une cheminée et en fin de compte, on a une température qui est très stable et régulière. Donc c'est une température idéale pour les plantes qui n'aiment pas les à-coups et des pics de température parce qu'à un moment, elles se mettraient à pousser trop vite ou s'il faisait trop froid, naturellement, elles risqueraient de souffrir également. Ceci est le système d'arrosage automatique qui est fixé sur un chariot qui avance, qui arrose l'ensemble de la serre, qui peut être programmée d'une manière informatique. Et de toute façon, l'eau qui passe à travers les buses en arrosant les plantes, et également, on arrive à y ajouter un petit peu d'engrais, de façon à ce que les plantes soient également nourries. Nous avons en fin de compte 2 rampes d'arrosage. Les buses rouges correspondent à des buses de traitement fongicide et les buses bleues correspondent à des buses d'arrosage. En fin de compte, si nous voudrions traiter nos plantes contre une maladie ou contre un parasite, nous pourrions brancher à l'origine un produit qui se diluerait et pour pouvoir faire un traitement global également sur l'ensemble de nos cultures. Et ceci pour la bagatelle de 60 000 €. Mais la jardinerie Thomen, ce n'est pas seulement des plantes, on trouve bien sûr les pots et la terre qui va avec, mais aussi des vêtements pour travailler dehors. Pendant que maman choisit ses géraniums, les enfants sont très souvent dans la zone des animaux. On y trouve absolument tout pour les nourrir, mais aussi pour s'en occuper. L'investissement personnel, c'est surtout le choix des fournisseurs, le choix des gammes, parce qu'en fin de compte, on travaille avec du matériel vivant. Les plantes sont vivantes. Il faut disons avec les années, depuis de longues années qu'on travaille, on a réussi à avoir des fournisseurs qui nous connaissent également. On est d'une rigueur totale sur la qualité des plantes parce que nous connaissons les végétaux et de façon à pouvoir avoir des plantes de qualité. C'est un travail, un échange, une collaboration entre fournisseurs et nous. On se connaît et donc, en fin de compte, c'est tout un métier qui fait qu'on est arrivé au bout de tant et tant d'années
à trouver des filières et connaître toutes les profondeurs de gamme et surtout les végétaux qui correspondent également à la région. Rappelons que comme chaque année, la ville de Reichshofen organise son concours de fleurissement pour les particuliers. Alors si vous n'avez pas encore acheté vos géraniums, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quand il fait chaud, rien ne vaut une bonne bière bien fraîche pour se désaltérer. Mais savez-vous exactement comment et avec quels ingrédients on réalise cette bière? En tout cas, nous, pour vous le faire découvrir, nous sommes allés à Überach, à la brasserie. C'est parti! Non loin de Pfaffenhofen, la brasserie artisanale d'Überach garde la forme. À croire certains habitants du village, la bière conserve et fait partie de notre alimentation depuis des millénaires. Cette brasserie artisanale a été créée en juin 1999 sur le site d'une ancienne manufacture de chaussures par Eric Trossa et Sylvain Gassmann. Le but étant de produire des bières événementielles à base de malt et de plantes aromatiques. C'est ainsi que différentes bières peu classiques ont vu le jour, comme la Marie-Noël pour Noël, la Jean Balthazar, une bière noire à base de gentiane à l'occasion toute particulière d'une éclipse de soleil, ou encore la Juliette, au gingembre et à la rose pour la Saint-Valentin. Alors que du bon, que du vrai. Que du bon, que du vrai. Alors notre fer de lance, évidemment, notre blonde, qu'on a quasiment depuis le début. Ça c'est notre produit phare. Donc comme toutes les bières, hein, double fermentation, refermenté en bouteille, c'est pas filtré, c'est pas pasteurisé, il y a de la levure dedans, c'est légèrement trouble. Alcool, on est vraiment dans la moyenne inférieure, la plupart sont à 4,8% d'alcool. Voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est pas des bières fortes en alcool, au contraire de la plupart des confrères ou des Belges, par exemple, des spécialités belges qui sont... Bon, on reste assis après avoir bu 3 gorgées. La Doigt de Dieu, qui a une ambrée un peu différente de la première, où on a des arômes de malt encore plus prononcés. Carabosse, aux épices et potirons. Juliette, pour les longues soirées d'hiver, ou la renaissance du printemps. À la rose et au gingembre, que du bonheur, sans contre-indication et tout, ça marche à tous les coups. La brasserie d'Überach élabore des bières blondes, brunes, ambrées, blanches ou noires. Cette entreprise de 4 salariés propose des bières peu houblonnées, élaborées avec de l'eau de source, des houblons alsaciens et des maltes sélectionnés. Elles sont non filtrées, non pasteurisées, elles contiennent des saveurs de fleurs, de fruits, de plantes aromatiques naturelles. Et pour s'adapter aux différentes animations locales, la brasserie propose des bières événementielles comme celle à la châtaigne pour la fête à Oberbronn ou celle à la myrtille pour Dambach. Deuxième part qui va venir. Non, le houblon c'est un petit détail de la bière. L'orge, qui est une céréale. Alors l'orge, on ne va pas l'utiliser tel quel. L'orge, on va l'utiliser sous forme de malt. Alors là, on ne va pas boire, mais on va commencer à grignoter. Ça vous va? Il y a quelque chose qui est super important chez nous, qui s'appelle Scottish & Newcastle. 5 étapes sont nécessaires à la fabrication du produit. Il y a d'abord le maltage et le brassage. L'eau joue un rôle capital puisqu'elle entre à hauteur de 90% dans la composition de la bière. Comment ça fonctionne? Tout commence dans la cuve que vous avez ici à votre droite. Et dans celle-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre mélange, on va faire une espèce d'infusion, un thé géant. On va remplir cette cuve d'eau. L'eau, on a de la chance, on a une bonne eau ici à la brasserie. Et dans cette eau, on va venir délayer notre malt. Donc on a plein de maltes, de variétés de malt différentes, suivant le type de bière qu'on va faire. Celui-là, par exemple, c'est du malt pâle, qui peut servir à faire une bière blonde. Comment ça se passe? Le malt, on ne va pas l'utiliser tel quel, on ne va pas l'utiliser sous forme de grains. On va le broyer pour avoir un mélange assez efficace. Et ce broyage, il a lieu à l'étage. Tout ça, ça va descendre par cette conduite. Il y a un petit concasseur là-haut. On va venir amener une farine grossière qu'on appelle de la mouture et on délaye ça dans l'eau. Au bout de 2 heures, on a extrait les arômes, on a extrait les couleurs, on a extrait les sucres du malt. On a ce qu'on obtient, on appelle ça de la mèche. Et pour que le produit soit un peu plus sympa, il va falloir enlever tous ces résidus. On va tout pomper et tout envoyer dans cette deuxième cuve qui est en hauteur. Au bas de cette cuve, vous avez des plaques avec des trous dedans. Le but du jeu, c'est de faire une filtration. Donc c'est de retenir tout ce malt concassé, qui est appauvri, qu'on appelle maintenant de la drèche, et de récupérer un liquide très sucré, le mou.
c'est ce qui coule actuellement. Donc là, on est en train de faire une bière blonde qui s'appelle la Cleans. Et là, vous voyez, il y a un liquide assez clair. Si on goûte, on aura quelque chose de vraiment très très sucré. Et après, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il y a dans cette cuve. C'est un mou, c'est un jus très très clair, très sucré, qui a la couleur finale de la bière, pratiquement. Et là, on va venir ajouter un peu de houblon. Alors le houblon, bon, celui-là, il date de l'année dernière, mais il faut imaginer des beaux cônes, bien verts. Le but du jeu, c'est vraiment que le houblon vienne apporter toute son amertume et tous ses arômes au mou. Pour résumer, le brassage s'opère pendant environ 2 heures à différents paliers de température. Ce processus permet d'extraire les sucres qui vont fermenter et d'obtenir les arômes et la couleur de la bière. La prochaine étape est celle de la fermentation. Donc là, on a eu un liquide à 100 degrés. On va refroidir ce liquide avant de l'amener dans ce qu'on appelle un fermenteur. Donc un fermenteur, c'est une cuve dans laquelle nous, on va mettre notre liquide aux alentours de 25 degrés. Pourquoi? Parce qu'on fait une bière de fermentation haute. Et en fermentation haute, les levures qui travaillent en fait, vont travailler aux alentours de 25 degrés. On ajoute notre mou, on ajoute la levure. Et la levure, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir grignoter tous les sucres qui proviennent du malt. Elle va transformer ça en alcool, en CO2, donc qu'on laisse filer ici, c'est les bulles que vous avez, et en arôme. C'est-à-dire que si on met son nez au-dessus, on va pouvoir sentir l'arôme de cette levure-là. Si on met notre nez au-dessus d'un autre fermenteur, on aura d'autres arômes. À la fin de la fermentation, on a beaucoup de levure, on a notre alcool, nos arômes. Et là, pour aider ces levures à décanter un petit peu, on met ça dans ce qu'on appelle une chambre froide. Ici, vous avez un tank. Et dans ce tank, qu'est-ce qui va se passer? On va aider la levure à sédimenter. La levure, elle n'a plus rien à grignoter. On va lui apporter un peu de froid. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire? Tout doucement, elle va tomber au bas de la cuve. Ça fait un petit cylindre, un petit icône. On va récupérer cette levure. On va enlever une partie. Ça va rester une petite semaine au froid. Avant-dernière étape, l'embouteillage. Embouteillage, qu'est-ce qui va se passer? Si on se rappelle un petit peu de la deuxième étape qu'est la fermentation, on a laissé passer les bulles. On a un produit qu'on appelle de la bière verte, donc qui ne contient pas de bulles. Pour retrouver ces bulles, juste avant de mettre en bouteille, dans les tanks qu'on a vus précédemment, on va ajouter un petit peu de sucre. Le sucre, qu'est-ce que c'est? Ça peut être du sucre comme on a dans nos cuisines, ça peut être des liqueurs, ça peut être du miel. On va mélanger tout ça et on va amener tout ça sur cette machine qui s'appelle une soutireuse. Sous cette soutireuse, on va venir les remplir. Dans la foulée, on les capsule. Donc là maintenant, on a cette bière qui est emprisonnée avec de la levure qui est restée dans la bière parce qu'on n'a pas tout éliminé à la fin de la garde. On a du sucre. Pour reconnaître après nos différentes bouteilles, on ajoute une étiquette. Et ça termine sur cette machine-là, où là on va mettre en carton, dernière étape, qui s'appelle la chambre chaude. La chambre chaude, c'est derrière la porte là-bas. Qu'est-ce que c'est? C'est une pièce à 25 degrés, on lui a mis un petit peu de chauffage. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est que la levure qui réside dans les bouteilles, elle vient grignoter les sucres, et on retrouve enfin la pétillance de la bière. Après une semaine et demie, 2 petites semaines de refermentation, on a ce qu'on appelle de la bière. Plus qu'à mettre au frigo, à déguster. Et voilà, vous savez tout. L'équipe propose régulièrement des visites. Elle accueille des groupes qui peuvent déguster, avec modération évidemment. Ça ne vous monte pas tout de suite à la tête. Elle est très légère. C'est quoi qui vous fait goûter la comme bière? Ah là, je pense que c'est une des plus légères, hein, une blonde, désaltérante pour les femmes. Une bière pour les femmes. Très bon avec une bretzel d'Alsace. Alors j'ai goûté la bière qui n'était pas filtrée et puis la bière ambrée. Personnellement, ce matin, à l'heure qu'il est, je préfère la bière ambrée que la bière non filtrée. C'est peut-être le goût, c'est peut-être un peu plus sucré que l'autre. L'autre est peut-être un peu plus, pas amer, mais plus d'autres éléments. On retrouve éventuellement des goûts qui vous plaisent plus ou moins, mais on trouve des goûts qui sont vraiment agréables. À consommer avec modération, bien sûr, surtout à 11h le matin. Rappelons que ces bières se dégustent à une température comprise entre 4 et 10 degrés selon sa nature. Plus elle est pâle, plus elle doit être fraîche. Très bien. Très bien, même vous. Voilà. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que la bière ouvre l'appétit.
Voilà, c'est fini pour ce numéro de Mac 3V. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier toutes les personnes qui chaque semaine jouent le jeu et participent à nos tournages. Et si jamais vous ou l'un de vos proches a une activité ou une profession un peu originale, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Toutes les modes sont à la